Au dîner du Nouvel An, ma sœur exige mon soutien financier total pour sa famille, avec l'approbation de mon père qui me donne un ultimatum. Je riposte en partant et en cessant de payer leur prêt immobilier. Aussi simple que ça, leur DIS. Mais ils découvriront une vérité bien différente plus tard. À 20h17, le soir de la Saint-Sylvestre, je me tenais dans la salle à manger de mon père, en banlieue de Lyon, devant une assiette froide de rôti de bœuf et un demi-verre de champagne de supermarché, pendant que ma sœur agissait comme si mon salaire lui appartenait. Je m'appelle Camille Dupont. J'ai 34 ans, je suis ingénieur de production et, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été la personne que cette famille appelait quand quelque chose tombait en panne. Une batterie de voiture, un chauffe-eau, un loyer impayé, des frais de scolarité, une petite urgence qui, d'une manière ou d'une autre, finissait toujours par me coûter un montant à 4 chiffres. Ce soir-là, la table était bondée. Mon père présidait en bout de table, ma sœur Valérie à ses côtés, et son mari Bertrand mâchait son repas comme si rien de tout cela ne le concernait. Leurs 2 enfants se lançaient des morceaux de pain à la figure pendant que tout le monde disait qu'ils débordaient d'énergie. Mon statut d'enfant adopté n'était pas mentionné à voix haute. Pas au début, mais dans ma famille, c'était toujours un non-dit qui planait dans la pièce de toute façon. J'étais l'enfant qu'ils avaient recueilli. Valérie était la vraie, celle du même sang, celle autour de qui tout le monde s'adaptait. J'avais apporté le dessert, 2 bouteilles de vin et l'enveloppe contenant le virement de janvier pour le prêt immobilier de mon père, car il m'avait envoyé un message ce matin-là, « Papa, j'ai besoin de ton aide pour combler le trou, encore une fois. » Juste jusqu'à ce que les primes tombent. Des primes, au pluriel. Ça faisait 2 ans qu'il répétait ça. Je payais déjà une partie de leur facture d'eau et d'électricité chaque mois. J'avais couvert le reste à charge des médicaments de papa plus d'une fois. J'avais payé la garderie du fils aîné de Valérie en octobre quand elle avait pris du retard. En novembre, j'avais payé une facture de plombier de 2286 € parce que la maison familiale compte pour nous tous. En décembre, j'avais envoyé 900 € pour le prêt parce que papa disait que les avis de saisie devenaient dramatiques. Je connaissais les chiffres par cœur parce que mon cerveau fonctionne comme ça quand je suis stressé. Il compte. Aide pour le prêt en décembre, 900 €. Plombier, 1286 €. Frais de foot pour le neveu, 340 €. Courses que Valérie avait oublié de budgétiser, 212,48 €. Commande Amazon pour des produits de première nécessité livrés chez papa, 187,13 €. Je le savais parce que j'avais tous les reçus dans un dossier sur mon téléphone intitulé Famille. Les enfants étaient bruyants. Le plus jeune de Valérie avait du ketchup sur le front et personne ne s'en souciait. Bertrand en était à sa 2e bière et à sa 5e opinion tranchée de la soirée. Papa était dans l'une de ses humeurs sentimentales, ce qui signifiait généralement des ennuis. Puis, Valérie a posé sa fourchette et m'a souri. Ce sourire m'a glacé les mains. Valérie, on devrait dire les choses clairement pour la nouvelle année. Personne n'a rien dit. Valérie, ton soutien couvre désormais mes enfants et mon foyer. C'est aussi simple que ça. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Non pas parce que les mots n'étaient pas clairs, mais parce qu'ils étaient si directs qu'ils semblaient irréels. J'ai d'abord regardé Bertrand. Il a hoché la tête une fois, comme si elle venait de résumer une réunion de travail. Puis j'ai regardé papa. Il n'a même pas hésité. Il a levé son verre, a pris une gorgée et a dit, « Si tu n'es pas d'accord, la porte est là. » J'ai eu la bouche sèche. Mon cerveau s'est mis à compter des choses stupides. 4 adultes à table. 2 enfants sur des rehausseurs. Une horloge murale dont le tic-tac était trop fort. Un virement de prêt immobilier programmé pour quitter mon compte à minuit. Valérie s'est adossée à sa chaise. Valérie, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Tu gagnes un salaire d'ingénieur. Ça nous aide tous. Nous tous. Cette phrase avait construit la moitié des pièges de ma vie. J'ai balayé la table du regard. Bertrand fuyait toujours mes yeux. Papa avait cette expression qu'il utilisait quand il s'apprêtait à faire passer la cruauté pour du pragmatisme. Ma belle-mère, Delphine, continuait à couper sa viande comme si elle n'assistait pas à l'effondrement de la décence la plus élémentaire. La fille de Valérie, Chloé, m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé son assiette. Même les enfants savent quand les adultes franchissent la ligne. J'ai posé ma serviette. Moi,
parfait. Valérie a cligné des yeux. Moi, je m'en vais. Et vous pouvez commencer à payer votre propre prêt immobilier. C'est aussi simple que ça. Personne n'a bougé. Papa a même eu un petit rire. Court et méchant. Papa, ne sois pas dramatique. Je me suis levé avec un calme qui m'a fait peur à moi-même. Moi, je ne suis pas dramatique. J'annule le virement. Le visage de Valérie s'est décomposé. Valérie, tu n'oserais pas. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire et annulé le paiement programmé sous leurs yeux. Virement du prêt de janvier annulé à 20h21. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de grands discours. J'ai pris mon manteau, mes clés et la tarte au citron que j'avais apportée. Puis j'ai dit, vous venez de confondre l'accès à ma personne avec la propriété de ma personne. Et je suis sorti. Je n'ai pas hurlé. Je suis monté dans ma voiture, je me suis assise là, les deux mains sur le volant, et j'ai ouvert le dossier dont ils ignoraient l'existence, car il y avait autre chose qu'ils allaient découvrir plus tard, et ça allait leur coûter bien plus qu'une simple mensualité de prêt immobilier. J'ai été adopté à l'âge de 3 ans. Cette phrase résonne différemment selon la personne qui l'entend. Les gens gentils disent, c'est magnifique. Les gens curieux demandent, tu connais tes vrais parents? Ma famille, elle, l'utilisait autrement. Pas directement. Jamais d'une manière que l'on pourrait citer sans paraître susceptible. C'était plutôt comme une pression atmosphérique avec laquelle on vit. Valérie était ta sœur. Moi, j'étais la bénédiction que nous avions choisie. Papa disait souvent ça quand il y avait du monde. Papa, Camille a été choisie. Ça avait l'air adorable, jusqu'à ce qu'on grandisse et qu'on réalise qu'être choisi peut très vite se transformer en dette à vie. J'ai appris très tôt que la gratitude était la monnaie d'échange familiale que l'on attendait de moi. Valérie avait droit à la clémence. Moi, j'avais des obligations. Elle oubliait une facture, elle est débordée. J'hésitais à payer, j'étais égoïste. Elle avait besoin d'aide, la famille est là pour ça. J'avais besoin d'espace, ne sois pas froide. Je travaille dans une usine de conditionnement alimentaire en périphérie de Lyon. Ingénieur de production, ça veut dire de longues heures, des appels de maintenance, des problèmes d'équipe au pire moment, et un salaire correct si on fait profil bas et qu'on règle les problèmes rapidement. J'ai acheté un petit appartement F3 à 29 ans. Rien d'extravagant. 2 chambres, un minuscule balcon, une vue sur un parking et 3 arbres têtus. C'était à moi. Ça comptait pour papa plus que je ne l'avais compris au début. La première fois que le schéma est devenu évident, c'était il y a 5 ans, juste après que Bertrand a perdu un emploi de commercial à cause de ce que Valérie appelait la politique d'entreprise. Papa m'a appelé un jeudi. Papa, ta sœur a juste besoin d'un coup de pouce pour 6 semaines. Les 6 semaines sont devenues 8 mois. Leur trou dans le loyer s'est transformé en paiement de ma part, 600 € par-ci, 800 € par-là, puis une facture de crèche parce que Bertrand était entre 2 opportunités. Valérie a pleuré une fois dans ma cuisine et a dit, tu sais comment est papa. Si j'échoue, il ne me le pardonnera jamais. J'ai dit oui parce que j'essayais encore de gagner une place qui, en réalité, n'a jamais été à vendre. La deuxième fois, c'est quand papa m'a demandé de me porter garante pour le rachat du crédit auto du pick-up de Bertrand. J'ai dit non. Sans crier, sans être impoli, juste non. Papa a fait le mort pendant 3 jours, puis m'a traité de déception le 4e. Valérie m'a envoyé un message, tu sais bien que tu es dans une meilleure position financière que nous. Cette phrase est devenue l'un des slogans de la famille. La 3e fois, c'était au printemps dernier, quand Delphine m'a accidentellement envoyé une capture d'écran destinée à Valérie. Ça venait d'une discussion de groupe où je n'étais pas. Papa avait écrit, Camille peut couvrir ça. Elle déteste les conflits encore plus qu'elle ne déteste payer. Val. Eri avait répondu avec un emoji qui pleure de rire, exactement, présente ça juste comme aider la maison au point. Aider la maison. C'était le jargon familial. Pas une dette, du soutien. Pas de la pression, de l'aide. Pas un droit acquis, du pragmatisme. Pas de la manipulation, mais arrondir les angles. Arrondir les angles, c'était une autre de leurs expressions. Papa adorait quand tout glissait. Papa, ne rend pas ça compliqué.
Valérie, on essaie juste de faire en sorte que les choses se passent bien. Delphine, ce n'est pas la peine de faire une scène. Dans ma famille, faire une scène signifiait nommer ce qu'ils étaient en train de faire pendant qu'ils le faisaient. J'ai ravalé ma fierté plein de fois parce que je pensais que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. Il y avait aussi des choses plus petites. Mon dîner d'anniversaire déplacé parce que les enfants de Valérie avaient un match. Papa qui oubliait ma promotion mais se souvenait des gains de Bertrand au paris sportif. Un jour, Delphine m'a présenté à un voisin comme notre fille adoptive, Camille l'ingénieur. Comme si mon titre était la seule chose qui me rendait digne d'être mentionné. Et chaque fois que l'argent revenait sur le tapis, tous les chemins menaient à moi. Je payais parce que je le pouvais. Puis je payais parce que je l'avais déjà fait. Puis je payais parce qu'arrêter aurait eu l'air cruel. Un an avant ce dîner du Nouvel An, papa m'avait appelé pour un problème de paperasse concernant la maison. Je suis passé après le travail. Il avait étalé des enveloppes sur la table et affichait cet air blessé mais pragmatique qu'il prenait quand il voulait de l'argent sans dire le mot argent. Il avait besoin d'aide pour des arriérés, temporairement, bien sûr. Je me souviens avoir demandé, où est Valérie là-dedans? Il a répondu sans aucune honte, papa, elle a des bouches à nourrir. Comme si moi non. Non, je n'avais pas d'enfant, mais j'avais un prêt immobilier, une épargne retraite, mes propres courses, ma propre vie, et mon propre droit de ne pas devenir le distributeur automatique de la famille juste parce que j'avais une situation stable. Le truc quand on est la personne calme, c'est que les gens commencent à traiter votre retenue comme une ressource naturelle, illimitée, renouvelable, toujours disponible. Dès le mois de décembre, j'avais commencé à tout documenter discrètement. Des captures d'écran de messages, des confirmations de virements Pélib, des photos des enveloppes que papa laissait sur la table quand il voulait que je remarque les avis de dernier recours, des notes avec des dates, des montants. Non pas parce que j'avais déjà un plan diabolique, mais parce que quelque chose en moi était finalement devenu assez fatigué pour devenir méticuleux. Je pensais que le pire scénario serait que je leur coupe les vivres et qu'ils me traitent d'égoïste pendant un certain temps. Je n'avais aucune idée qu'il y avait toute une deuxième couche en dessous. Et cette couche portait mon nom. Le lendemain du dîner du Nouvel An, je me suis réveillé avec 14 messages. Papa, appelle-moi. Valérie, tu m'as humilié devant mes enfants. Delphine, on peut encore arranger ça si tu te calmes. Bertrand, tu as réagi de façon disproportionnée. Papa, encore, le prêt est prélevé le 3. Ne sois pas puéril. J'ai préparé du café, je me suis assise à l'îlot de ma cuisine et je n'ai répondu qu'à un seul. Moi à papa, je ne paierai plus aucune dépense pour ta maison ou le foyer de Valérie. Ne me le redemande plus. Il a répondu en moins d'une minute, papa, après tout ce que nous avons fait pour toi. Et voilà. La dette de l'adoption jetée à la figure. Je n'ai pas répondu. La première vague a été la culpabilité. Des appels que j'ai ignorés. Des messages vocaux sur l'importance de la famille. Delphine laissant des messages avec cette voix douce qui annonçait toujours le danger, Delphine, Camille, personne ne dit que tu dois quoi que ce soit à qui que ce soit pour toujours. Mais ton père est de la vieille école. Il voit la famille comme un collectif. Bizarrement, le collectif semblait toujours encaissé dans un seul sens. Valérie a essayé un autre angle, Valérie, je ne voulais pas dire ça comme ça. Je parlais de soutien en général. Je lui ai renvoyé la citation exacte qu'elle m'avait envoyée par SMS après le dîner, car apparemment elle s'était répétée plus tard pour insister, ton soutien couvre mes enfants et mon foyer maintenant. Tu fais une scène pour ça? Pas de réponse. Ensuite, Bertrand a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché par accident en rentrant dans l'usine. Bertrand, tu as pris des proportions ridicules. Moi, ah bon? Bertrand, personne n'a dit que tu étais obligé. Je me suis arrêté de marcher. Moi, ta femme a littéralement dit que je couvrais votre foyer. Silence. Puis il a essayé de prendre une voix raisonnable. Bertrand, allez, Camille. Tu sais comment on parle dans la famille. Oui, je le savais. C'était bien ça le problème. La deuxième vague a commencé une semaine plus tard et est devenue très concrète. J'ai reçu un email de ma banque me demandant de confirmer une demande de prêt hypothécaire que je n'avais jamais soumise, pour l'adresse de papa. J'ai appelé immédiatement. Le service des fraudes d'abord, puis mon conseiller bancaire. La demande avait été lancée en ligne en utilisant mes informations personnelles.
Nom, date de naissance, tranche de revenus, numéro de sécurité sociale partielle, détails sur mon emploi. Assez proche de la réalité. Pas complet. Pas validé, mais assez proche pour me donner la nausée. Le conseiller m'a dit que la demande avait été abandonnée parce qu'ils avaient réclamé plus de documents et ne les avaient pas reçus. Demandez où? À l'adresse email de papa. J'ai demandé tous les horodatage qu'ils pouvaient légalement me fournir. 8 janvier. 14h14, demande soumise. 14h17, document demandé. 14h21, aucun téléchargement. Mes mains sont redevenues glacées. J'ai appelé papa. Moi, as-tu utilisé mes informations pour une demande de prêt? Il a d'abord ri. C'était son signe de nervosité. Papa, ne m'accuse pas de délit juste parce que tu es de mauvaise humeur. Moi, réponds à la question. Papa, je regardais juste quelles options existaient. Je me suis littéralement assise. Moi, avec mes informations. Papa, c'est le patrimoine familial. Finalement, cette phrase a changé quelque chose de permanent en moi. Non pas parce que c'était surprenant, mais parce que c'était tellement clair. J'ai posé une dernière question. Moi, qui t'a donné les détails de mon emploi? Il n'a pas répondu. Puis il a dit, si tu avais aidé comme tu étais censé le faire, rien de tout ça ne serait nécessaire. J'ai raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de discuter et que j'ai commencé à documenter pour de bon. J'ai vérifié mes antécédents de crédit, j'ai tout gelé, j'ai déposé une main courante à la gendarmerie, puis un dossier formel de fraude suite au conseil de ma banque. J'ai imprimé mon historique de virement sur les 18 derniers mois. J'ai exporté les messages. J'ai pris en capture d'écran la vieille conversation de groupe que Delphine avait envoyée par erreur. J'ai fait une chronologie et, comme je suis ingénieur et que la rage me rend organisé, j'ai monté un dossier impeccable. Des intercalaires, aide prêt immobilier, message soutien foyer Valérie, demande non autorisée, registre foncier. C'est la partie le registre foncier qui m'a donné le choc final. J'étais en ligne en train de vérifier les détails cadastraux de la maison de papa, parce que le conseiller bancaire m'avait demandé si j'avais un lien officiel avec la propriété. Je ne m'attendais à rien. À la place, j'ai trouvé un document enregistré 2 ans plus tôt chez le notaire. Un projet d'acte de transfert de propriété en cas de décès avait été déposé, puis remplacé plus tard. Mon nom figurait sur la liste du premier avis. Celui de Valérie sur le document mis à jour. Le mien avait disparu. Ce n'était pas ça le pire. Le pire, c'était l'autre document joint à un avis de correction départementale, un accord de remboursement familial privé. Je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais signé. Mais à l'intérieur, dans le résumé, il y avait un jargon juridique prétendant que certaines de mes contributions de soutien continu étaient des obligations volontaires liées à l'occupation. L'occupation. Je n'y habitais pas. Je n'y avais pas vécu depuis mes 26 ans. Ils avaient fait passer mes paiements comme si je couvrais une responsabilité implicite liée à la maison. Pas des cadeaux, pas des prêts, pas de l'aide d'urgence, des obligations. J'ai conduit directement aux archives départementales pendant ma pause déjeuner et j'ai payé pour avoir des copies. Il n'y avait pas de fausse signature de ma part sur cet accord de remboursement, ce qui était presque pire. Papa avait signé sa propre trace écrite interne comme si c'était suffisant pour réécrire la réalité plus tard. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai lu page par page. Il avait construit une histoire selon laquelle je contribuais parce que j'y avais consenti, que j'aidais parce que j'en tirais un bénéfice, que la maison était un accord familial partagé, que l'occupation de Valérie et les besoins des enfants étaient prévus lors de discussions préalables. Mon œil, oui. Puis j'ai trouvé la ligne qui m'a fait rire à voix haute, toute seule dans ce parking. Fille adoptive Camille Dupont reconnaît son engagement moral pour la continuité du foyer. Un engagement moral. Pas de date de ma part, pas d'initiale, pas de signature, juste papa écrivant de la fiction dans un français qui faisait juridique. C'était ça, l'autre chose. Ils croyaient avoir un moyen de pression émotionnelle. Ce qu'ils avaient en réalité, c'était une trace écrite. Et les traces écrites, ça marche dans les deux sens. J'ai engagé une avocate le 14 janvier. Pas une avocate théâtrale sortie d'une série télé, mais une avocate civiliste discrète de Lyon nommée Maître Élodie Rousseau, qui portait des tailleurs bleu marine et lisait très vite. Elle a parcouru mon dossier en moins de 20 minutes et n'a posé que des questions pratiques.
Élodie, avez-vous déjà vécu dans la propriété pendant la période où ces paiements ont été effectués? Moi, non. Élodie, avez-vous autorisé une quelconque enquête de crédit, demande de prêt, ou l'utilisation de vos informations d'identité? Moi, non. Élodie, avez-vous déjà signé quoi que ce soit reconnaissant une obligation de soutenir ce foyer? Moi, non. Elle a hoché la tête une fois. Élodie, bien. Ensuite, nous avons arrêté de les laisser raconter leur version de l'histoire. Son cabinet a envoyé 3 choses en l'espace d'une semaine. Une mise en demeure formelle. Une sommation de conserver les documents. Un avis contestant toute affirmation selon laquelle mes paiements passés étaient des obligations ou des contributions liées à une quelconque location. Puis Élodie m'a dit de faire une dernière chose, contrôler moi-même. Une phrase écrite et dont on aurait la preuve. Je l'ai donc envoyée dans la discussion de groupe familial à 9h03 un lundi, avec effet immédiat. N'utilisez plus mon nom, mes revenus, mon crédit, ou mon soutien financier passé en relation avec votre prêt immobilier, votre foyer, ou toute demande de fonds. Papa a appelé en moins de 10 secondes. J'ai rejeté l'appel. Valérie a appelé ensuite. Puis Delphine. Puis Bertrand. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Papa s'est pointé à mon appartement ce soir-là. Il tambourinait à la porte. Il ne criait pas au début, c'était juste des coups violents et furieux, et cette voix étouffée à travers le bois, « Papa, ouvre cette porte. On n'envoie pas des avocats contre sa propre famille. » J'avais déjà installé une caméra après l'histoire de la demande de prêt. Je me tenais à l'intérieur, téléphone en main, et j'ai dit à travers la porte, « Pars. » Il a frappé encore plus fort. « Papa, espèce de petite ingrate. » Puis il s'est tu parce qu'il a vu la voiture de police tourner dans l'allée. J'avais appelé le numéro non urgent quand il avait refusé de partir la première fois que je le lui avais demandé. Le policier nous a parlé à tous les deux séparément. Calme, professionnel. Papa a fait ce que font les hommes comme lui quand l'autorité entre dans la pièce. Il a adouci sa voix et a essayé d'avoir l'air blessé. J'ai entendu le policier poser la seule question qui comptait. Policier, est-ce qu'elle a autorisé l'utilisation de ces informations? Papa a commencé à donner du contexte. Le policier a répété. Policier, oui ou non? Papa a répondu, pas exactement. C'était la phrase dévastatrice. Pas parce qu'elle était éloquente, mais parce qu'elle était suffisamment vraie. Pas exactement. Le policier l'a regardé pendant une longue seconde, puis lui a expliqué ce qu'était un avertissement pour violation de domicile d'une manière si claire que même papa ne pouvait plus prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu familial. Il est parti, pâle et furieux. Valérie a tenté une dernière tactique 2 jours plus tard. Elle m'a envoyé une photo de ses enfants avec un message en dessous, « J'espère que ça valait le coup de leur faire du mal pour ça. » Je l'ai transféré à Élodie sans commentaire. L'étape irréversible est venue juste après ça. J'ai modifié le moindre point d'accès partagé qui restait, contact d'urgence, ancien email de récupération de compte, bénéficiaire de contrat, dossier RH, code d'accès de l'immeuble, tout. Et parce qu'Élodie a cherché là où je n'avais même pas pensé à regarder, nous avons obtenu par requête judiciaire via la procédure de plainte de la banque, des documents confirmant que papa avait fait la demande de prêt depuis l'adresse IP de sa maison. Et avait utilisé des informations sur mes revenus tirés d'un PDF que j'avais un jour envoyé par email à Delphine quand elle m'aidait à comparer des options d'assurance. Ce document contenait mon salaire. Ce qui voulait dire que ce n'était pas une confusion. C'était une utilisation intentionnelle. À la seconde où ils l'ont découvert, le ton a changé. Fini les leçons de morale sur la famille. Maintenant, c'était, papa, on peut régler ça en privé. Delphine, on ne veut sûrement pas causer des dommages irréparables. Valérie, tu vas beaucoup trop loin. Trop loin, c'est ce que disent les gens quand les conséquences arrivent enfin à leur propre porte. Le plus drôle, c'est que la paix est ennuyeuse. C'est comme ça qu'on sait qu'elle est réelle. En mars, ma vie était devenue plus petite et bien meilleure. J'allais au travail. Je rentrais chez moi. Je cuisinais pour moi sans regarder mon téléphone dans l'attente d'urgence appartenant à d'autres adultes. Je mettais de l'argent sur mon propre compte épargne et je le regardais y rester. J'ai acheté un nouveau canapé. Pas pour le symbole, mais parce que l'ancien me faisait mal au dos. Et pour la première fois depuis des années, je ne couvrais pas le chaos de quelqu'un d'autre avant mon propre confort. Ma meilleure amie, Léa,
est venue avec des plats thaïlandais et s'est assise en tailleur sur ce canapé pendant que je lui donnais les dernières nouvelles de l'avocate. Léa, donc si je résume bien, ils t'ont traité comme un portefeuille avec des sentiments, puis ont été choqués quand le portefeuille a pris un avocat? J'ai tellement ri que j'ai failli m'étouffer avec mon poulet au basilic. Au travail, j'ai été promu ingénieur de production senior en avril. J'ai failli rater l'email parce que j'étais tellement habitué à ce que les crises des autres noient mes propres réussites. J'ai fêté ça avec des plats à emporter et le silence. Un bon silence. Un silence qui donne l'impression d'être luxueux. Papa et Valérie ont tous deux fait une dernière tentative. Papa m'a envoyé une carte d'anniversaire sans aucune excuse, juste un chèque de 200 € et un mot disant, pour tout ce qui a pris des proportions démesurées. Je l'ai renvoyé par l'intermédiaire de mon avocate. Valérie a envoyé des photos des enfants avec une légende expliquant que la famille ne devrait pas rester divisée pour des malentendus. Malentendus, comme si elle n'avait pas annoncé que mon salaire faisait partie de l'infrastructure de son foyer devant un rôti et du jus de pomme pétillant. J'ai répondu une seule fois, je ne suis pas disponible pour un accès financier déguisé en famille. Puis je l'ai bloqué à nouveau. Sur le plan juridique, rien de cinématographique ne s'est produit. Pas de plaidoirie au tribunal, pas d'effondrement dramatique, juste de la paperasse, des aveux, et le genre d'accord discret et laid que les familles concluent lorsqu'elles réalisent que la personne calme tenait des registres. Papa a dû retirer officiellement toute revendication selon laquelle il dépendait de mon soutien financier, par écrit, signé par avocat interposé. Ça comptait plus pour moi que l'argent. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin que la vérité soit clouée sur place, là où il ne pourrait pas la tordre pour lui donner une forme plus acceptable plus tard. Je n'ai jamais eu d'obligation. Je n'ai jamais été responsable du foyer de Valérie. Je n'ai jamais été le plan de secours pour leur prêt immobilier juste parce qu'ils l'avaient décrété pendant le dîner. Et le fait d'être adopté ne faisait pas de moi une ligne de crédit ouverte en échange d'un droit d'appartenance à la famille. C'était ça, la vraie chose qu'ils ont découverte plus tard. Pas seulement que j'étais parti, mais que j'avais des preuves. Et les preuves, c'est très gênant pour les gens qui survivent en réécrivant l'histoire. Aujourd'hui, quand les gens me demandent si je parle à ma famille, je dis la vérité. Pas vraiment. Je parle à mon avocate si j'en ai besoin. Je me parle à moi-même avec beaucoup plus de bienveillance qu'avant. Et j'ouvre la bouche bien plus vite à la seconde où quelqu'un commence à confondre l'amour avec un dû. Car c'est là la morale de l'histoire, s'il y en a une, les personnes qui profitent le plus de votre silence qualifieront toujours vos limites de cruauté. Fixez-les quand même. L'accès à ma personne n'est pas un droit familial.